moi qui l'ai allumé pour le. Ouais, quand je vois que c'est orange, enfin rouge, je sais que c'est bon. Donc je le touche pas même quand je l'ai parlé. On part du principe que je le touche pas et que c'est tout. C'est toute une organisation. Bonjour, ça va? Pardon, bonjour, ça va et vous? Ça va, ça va. Oui. Si? Ça a marché ce soir? Moi j'accepte tout. À partir du moment où on est dans les règles, ça marche. Voilà, c'est une professionnelle. À partir du moment où si l'État nous dit qu'il faut arrêter de de rien. Je vais peut-être me reculer pour que vous voyez tout le monde. Oh non, non, ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, dans ces chaises, soit on est tout au début, soit on est vraiment calé au fond. Je savais pas du coup que l'ancienne maire faisait partie de l'opposition. Ok. Ah oui. Ah. Bonjour Madame Raval. Est-ce qu'on pourrait se voir d'ici la fin de la semaine? C'est pour ce problème de Gervais Réal, savoir si l'autorisation qu'on a ou pas. Vous savez, pour l'agglo, pour le site de la Villa Galgo. Mais il y a des terrains, comme vous m'avez dit, ce terrain, ils sont réservés pour les lézards ocellés. J'ai confirmé que c'était réservé pour le lézard. Voilà, mais est-ce qu'on peut y faire quelque chose dessus? On ne peut rien y faire dessus, parce que l'agglo voudrait y amener soit des scolaires, soit que les particuliers sont là, et c'est sur des bords et des boîtes qui ont de ça, avec le QR code, regardez donc, sur une tablette ou sur un smartphone, suivre l'animation numérique qui ont construit. Mais du coup, il me faudrait vraiment le projet, le Je vous l'envoie, mais pas avec les QR codes, les photos, etc. c'est marqué, mais c'est pas... Oui, mais c'est le contrôle du projet, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais avec ça, je sais pas si la vraie... Alors, j'ai un projet papier que je vais vous amener là. Il y a plus de détails. Je pense que je regarde. Voilà. Je pensais que le compteur a dû suffiser parce qu'il était assez explicatif du projet qu'ils avaient. Moi, c'est simple, ils mettent 5 poteaux, plantés, c'est tout. Avec un QR code, les gens passent, ils peuvent faire la visite. Et après, là, il y a une animation numérique que vous pouvez faire, vous aussi, en allant voir sur le site. C'est tout. Et est-ce que donc le promeneur peut le faire? Et est-ce que des scolaires qui les aimeraient pourraient y venir? C'est pas du drame. Je vous demanderai de prendre place si possible. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je laisse Kevin procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Armand Rivière, Présent. Rachel Sacussi, Manuel Bourguin,
Aurélie Mialon. Présente. Robert Vivares. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud. Daniel Desmoulins. René Verdeil. Jean-Marie Bousquet. Marie Balestero. Daniel Azemar. Procuration à M. Verdeil. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos. François Castillo. Katia Siet. Georges Lopez. Nadia Bentahar. Procuration à Mme Dos Santos. Patrick Delbach. Retard. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Benoît. Sutra de Germain. Gilbert Castignera. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Valérie Forme. Procuration à M. Vertichon. Florent Cos. Myriam Santana. Je vous propose de passer de suite d'abord au vote du procès verbal s'il n'appelle pas de questions de votre part, puisque généralement c'est le plus simple, puisqu'il est tapé comme il est entendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Je vous propose pour libérer Morgane Bozek du cabinet G2C d'attaquer par les questions d'urbanisme qui sont les 16, 17 et 18. Et je précise que Rachel Sacussi et Georges Lopez n'ont pas souhaité assister à ces questions, donc ils vont se retirer le temps que ces 3 questions soient traitées. Et donc ne prendront pas, évidemment, part au vote sur ces questions. Je vous propose, Madame Bozek, de commencer. Du coup, je vais vous présenter le PLU, le projet de PLU tel qu'il va être approuvé. Donc tout d'abord, un rappel des orientations générales du PADD. Donc tout d'abord, il y a un axe 1 qui s'intitule « Valoriser l'identité et le cadre de vie des Piscinois ». Ensuite, l'axe 2 permet de dynamiser, de renforcer l'attractivité de Pézenas. Et enfin, le projet est centré autour d'un axe 3, garantir la préservation du patrimoine naturel du territoire piscinois. En fait, dans ce projet d'aménagement et de développement durable, il a été également défini des besoins en logement. Ces besoins en logement étaient définis avec un objectif de croissance démographique d'environ 1% par an à l'horizon 2030. Cet objectif, il a été déterminé en maintenant la part de résidences secondaires, donc la part en 2015, et les logements vacants qu'il y avait. Donc ils ont été estimés à la suite d'une étude spécifique qu'a réalisée la collectivité à environ 4% de son parc total de logements. Les besoins en logement ont été déterminés grâce à la méthode de Guy Taïeb, qui est une méthode qui est utilisée à l'échelle du SCOT pour ses projections de population et de logement. Et donc, pour centrer un petit peu sur la commune de Pézenas, il y a été prévu un besoin en logement d'environ 1200 logements sur la base de 3 critères. Donc, c'est un accroissement de la population à 1% par an, donc pour atteindre environ 9300 habitants en 2030. Donc ça procure un besoin de 600 logements. Ensuite, il y a eu la prise en compte des besoins actuels de la population. Donc ça demande également un besoin de 600 logements. Et il y avait également un potentiel de 80 logements vacants qui sera mobilisable. Et donc tout cela a permis de générer un besoin foncier autour des 35 hectares sur la base d'environ 35 logements par hectare. Ensuite, le PADD, il a montré une adéquation entre le ressource et les besoins. Le taux de raccordement de la population au réseau d'eau potable était de 94% en 2005. Et à savoir que la commune est alimentée par le forage de la Payne, qui autorise un prélèvement maximal de 4125 m3 par jour. Et que le schéma directeur d'alimentation d'eau potable, donc, qui est en cours de révision par la CAM, précise dans ses projections démographiques, à l'horizon 2030 toujours, qu'il est attendu une population de 12 650 habitants, donc ce qui représente une consommation d'environ 3 250 m3 jour. Le PLU de Pézenas prévoit, lui, une population communale d'environ 9 300 habitants à l'horizon 2030, ce qui montre la cohérence et la capacité de la commune sur la ressource en eau. Il y a aussi un point qui a été rajouté dans le PLU sur le rendement des réseaux d'eau potable. En fait, ils étaient en 2016 à 54,2%. Et un travail important va être mis en place afin d'atteindre le seuil de rendement de 75% à l'horizon 2025.
Donc, en ce qui concerne la traduction réglementaire du PLU et du PADD, donc, je vais vous présenter les différentes zones qu'il y a dans le PLU. Donc, tout d'abord, il y a la zone USPR. Donc, c'est une zone centrale dans le centre dédiée au centre-ville. C'est une zone qui reprend les règles du futur SPR et le règlement a été travaillé. Donc, le règlement de cette zone a été travaillé en collaboration directe avec l'architecte des bâtiments de France en attendant l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, donc le PSMV. Ensuite, il y a les zones UA, ce sont les zones qui correspondent au faubourg du centre historique et à la trame ancienne de Kaunas. Le règlement de cette zone prévoit un principe de mixité fonctionnelle avec l'implantation des constructions à l'alignement des voies et emprises publiques et sur au moins une limite séparative. La hauteur est limitée à 12 mètres à l'égout du toit, sauf sur le hameau de Kaunas où c'est 9 mètres. Et il est prévu aussi 20% de parcelles en espace vert. Il y a également les zones UB, donc ça, ce sont toutes les extensions urbaines du XXe siècle. Il est également prévu un principe de mixité fonctionnelle avec une servitude de mixité sociale qui permet de réglementer 30% minimum de logements locatifs sociaux pour toute opération de plus de 4 logements. Concernant les implantations, ça se fait toujours en retrait des voies et en prise publique et sur au moins une limite séparative. La hauteur est limitée à 9 mètres à l'égout du toit et il est également prévu des pourcentages de pleine terre. Ensuite, pour les zones UE, donc ça, ce sont toutes les zones à vocation économique de la commune. Le règlement précise qu'il faut que les bâtiments s'implantent en retrait des voies et en prise publique et en retrait des limites séparatives également, sauf s'il y a un mur coupe-feu qui est mis en place. La hauteur est là limitée à 12 mètres à l'égout du toit et il est prévu 20% d'espace de pleine terre. Ensuite, il y a les zones UEP, donc ça, ce sont également des zones à vocation d'équipement public avec des règles particulières sur les implantations en retrait des voies généralement. Il y a également les zones UT, donc ça ce sont des zones qui sont à vocation touristique. L'implantation des constructions doit se faire à 5 mètres des voies et en prise publique et en retrait des limites séparatives. Là, la hauteur est limitée à 3,5 mètres à l'égout du toit et à 40%, et il est prévu 40% d'espace vert sur une unité foncière. Ensuite, après les zones urbaines, il y a les zones à urbaniser. Donc, la première zone AU, c'est celle de Saint-Christol, où il y a une zone 1 AU et 1 AUC. Donc, vous pouvez voir sur la présentation, donc tout à gauche, c'est la zone de Saint-Christol telle qu'il est dans le zonage du PLU de 2015. Donc, cette zone prévoyait 56 hectares. Ensuite, sur l'image du milieu, c'est le zonage du PLU tel qu'il avait été arrêté. Et donc, toute la zone 2 AUI avait été supprimée. Et enfin, le zonage pour approbation, c'est celle que vous voyez à droite. Et donc, cette zone ferait 25,5 hectares. Donc, sur cette zone à urbaniser de Saint-Christol, donc, il y a une zone 1 AU et une zone 1 AUC qui correspond à un principe de centralité. Dans le règlement, il y a un principe de mixité urbaine et sociale à respecter et un respect des orientations d'aménagement et de programmation. Donc, c'est un peu le schéma d'orientation à respecter. Concernant les implantations des constructions, elles doivent se faire à l'alignement ou à au moins 5 mètres des voies et en prise publique, sauf en 1 AUC où l'implantation est libre. Et ensuite, concernant les limites séparatives, les bâtiments doivent être implantés en limite ou en retrait. Concernant les hauteurs, elles sont limitées à 9,5 mètres, donc R+2, sauf au niveau de la centralité où la hauteur est limitée à 12,5 mètres en R+3. Cette zone a aussi un minimum de logements sociaux à respecter qui est de 25%. Donc là, vous pouvez voir l'orientation d'aménagement et de programmation qui est prévue sur Saint-Christol avec les principales identités et les principales fonctionnalités à mettre en place sur la zone, donc telles que les voiries, les espaces verts et l'implantation des constructions. Ensuite, concernant les zones à urbaniser, il y a la zone des Moulières. Donc, cette zone est une zone 2 AUT. C'est une zone d'urbanisation différée qui sera soumise à une procédure de modification du PLU. Aujourd'hui, donc, son règlement est non réglementé puisqu'elle sera soumise à une modification.
Cette zone a été fermée à l'urbanisation afin d'approfondir la faisabilité du futur projet et, parce qu'elle n'est pas desservie par les réseaux, elle ne bénéficie pas d'une desserte VRD suffisante, donc ce qui vaut sa fermeture à l'urbanisation. Il y a une orientation d'aménagement et de programmation qui est mise en place sur les Moulières, avec pareil l'implantation des constructions, les espaces verts et par exemple les parkings qui sont identifiés. Concernant les zones à urbaniser, il y a également la zone de Saint-Martin. Donc c'est une zone de AUE qui est actuellement fermée, zone d'urbanisation différée, donc soumise à une modification du PLU. C'est une zone fermée à l'urbanisation qu'il faudra et il faudra faire une modification ou révision du PLU pour l'ouvrir. Concernant les orientations d'aménagement et de programmation, il y a aussi une OAP thématique mobilité qui a été faite. Cette OAP permet d'identifier toutes les liaisons douces existantes ou à créer entre les zones de projet et les futures zones de projet du centre-ville. Donc, concernant le règlement graphique et écrit, il y a également les zones naturelles. Donc, ces zones ont été identifiées parce que ce sont des zones de protection stricte qui correspondent aux espaces naturels remarquables et aux abords des cours d'eau structurants, donc tels que la Peine et l'Hérault. L'implantation des constructions doit se faire en retrait des voies et des limites séparatives. Et il est permis l'évolution de l'habitat existant dans ces zones avec une extension qui est permise dans une limite de 30% de surface de plancher, avec une limite maximum de 50 mètres carrés sans création d'un deuxième logement. Les piscines et leurs annexes sont aussi autorisées à une distance maximale de 30 mètres de l'habitation. Il y a également un STECAL qui est mis en place sur un sous-secteur en fait, de la zone naturelle. Donc, c'est un STECAL NL qui est situé sur un projet d'extension de dalles. Et donc, dans le règlement, l'augmentation maximale de l'emprise au sol est de 100 mètres carrés pour les activités liées au stand de tir. Donc, concernant les zones agricoles, il y a 4 différentes zones qui sont mises en place. Une zone A1 qui est une zone permettant l'évolution des exploitations existantes. Une zone A2 qui est une zone qui permet l'implantation de nouveaux bâtis agricoles. Une zone ASPR qui est une zone agricole dans le périmètre du futur SPR et une zone AT qui là représente un STECAL permettant l'implantation de constructions à usage d'hébergement touristique. Donc la zone A1, ça correspond aux zones correspondant au point haut de la commune où juste une évolution du bâti agricole existant est possible ou une extension telle qu'une extension de l'existant. Et donc l'extension est limitée à 50 mètres carrés de la surface de plancher. Concernant les zones A2, donc ça correspond aux zones correspondant aux vallées de la Peine et de l'Hérault et aux secteurs moins sensibles d'un point de vue paysager. Et dans ces zones, il est possible de construire de nouveaux bâtiments agricoles hors PPRI. Et l'évolution de l'habitat, donc l'extension de ces bâtiments, est limitée à 50 mètres carrés de surface de plancher. La zone ASPR correspond à une zone d'espace agricole intégrée dans le futur SPR. Dans cette zone, les extensions des bâtiments agricoles existants sont possibles et les évolutions de l'habitat existant sont également possibles en fonction du PPRI. Les règles dans cette zone découlent du futur SPR. Ensuite, la zone AT, donc, qui est un STECAL pour la construction de bâtiments à vocation d'hébergement touristique. Dans ce STECAL, il y a une emprise au sol qui est limitée à 40 mètres carrés par bâtiment, dans la limite totale de 160 mètres carrés, soit 4 constructions. La hauteur est limitée à 4 mètres à l'égout du toit et il est mis en place un schéma d'aménagement, une OAP, afin de respecter ce qui est prescrit. Le PLU a aussi différents outils autres que les zones et la traduction réglementaire. Donc, par exemple, il y a les espaces boisés classés. Ces EBC sont principalement situés sur les répisylves des principaux cours d'eau. Ils correspondent à des parcs boisés de l'Épine et de Saint-Martin-de-Grave, à des parcs boisés associés au domaine viticole ou à des boisements de coteaux.
Des éléments de paysage sont également mis en place afin de préserver le territoire communal. Donc ce sont majoritairement des alignements d'arbres, des arbres isolés ou des haies qui sont identifiés. Tout comme les éléments de paysage, il y a des éléments de patrimoine qui sont identifiés. Donc ça peut être des moulins, des croix, des domaines viticoles ou des petits patrimoines vernaculaires. Et enfin, il y a également les zones qui sont admises, les constructions qui sont admises à changer de destination en zone naturelle et agricole. Il y a 6 bâtiments qui ont été identifiés sur le projet de PLU approuvé. Ce sont le château de l'Épine, le domaine Saint-Julien, le domaine de Saint-Christol, le domaine de Roquelune, le domaine de Caux et le domaine de l'Oribel. Ces bâtiments ont actuellement une vocation agricole et leur identification permettrait de faire changer cette destination vers un usage, pourquoi pas, par exemple, d'habitation ou touristique, sauf s'il y a une indication contraire dans le zonage. Enfin, il y a également des emplacements réservés qui sont mis en place dans le PLU. Ces emplacements réservés sont dédiés à, par exemple, des stationnements, des voiries, création de giratoires ou tout autre aménagement qui peut être fait sur la commune. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Merci de votre présentation. Peut-être vous préciser pourquoi aller au terme de cette révision générale, ce qui pourrait paraître étrange, puisque ce n'est pas la nôtre, il faut l'assumer comme telle. Elle était préparée avant que nous arrivions en responsabilité. Il se trouve que le PLU voté en décembre 2015, si je ne me trompe pas de date, est toujours susceptible de recours et d'annulation auprès de la Cour administrative d'appel de Marseille, que certainement à la fois les délais administratifs et les délais liés au Covid, à la Covid, ont repoussé de semaine en semaine, voire de mois en mois, et que la potentielle annulation devant cette Cour ferait que la ville se retrouverait sans document d'urbanisme et que ça ne nous paraissait pas judicieux pour le développement de Pézenas, pour ceux qui ont des projets sur la ville, ceux qui ont sur aussi les emplacements réservés que vous avez vus, sur la mixité sociale, qu'on puisse se retrouver sans document d'urbanisme pour une ville de 8500 habitants qui a les fonctions importantes que nous lui connaissons et la centralité importante que nous lui connaissons. Et qu'également, le débat s'est déjà invité à ce conseil municipal, mais il est bon de le redire, que le projet Saint-Christol, qui a quelques risques juridiques et financiers pour la commune, qui ne seront pas tous levés avec ce plan local d'urbanisme, mais n'avait pas aujourd'hui de droit à construire en tant que tel, et que ne pas les attribuer ou ne pas aller à terme, ça mettait la ville dans une situation juridique et administrative compliquée, et dont tous les tenants et aboutissants ne sont pas possibles d'estimer à ce jour. Autant on connaît la dette contractée auprès de l'EPF, autant on commence à connaître les études engagées par la CEMOP, autant on ne connaît pas les suites juridiques et la répartition des responsabilités, si de son fait, la ville venait à suspendre ce quartier ou à suspendre son PLU, et donc à ne pas respecter les engagements contractuels qu'elle a vis-à-vis des emménageurs. Donc cela, nous ne voulions pas mettre la ville dans ce risque juridique et financier-là. D'autres, je le redis, pèsent encore sur ce quartier, mais ne sont pas forcément de notre fait. Et sécuriser à la fois un PLU et la situation juridique et financière que je viens d'exposer, ça permet pour la nouvelle équipe municipale d'engager l'étude de préfiguration urbaine que nous avions à la fois promise dans la campagne, mais annoncée au moment du rapport d'orientation budgétaire et du vote du budget ici, et inscrit, nous l'aurons encore tout à l'heure, sur la convention Petite Ville de demain, pour ensuite, dans une seconde étape, après cette étude-là, pouvoir adopter un plan local d'urbanisme, si besoin est, qui reflètera les prérogatives et les objectifs de la majorité municipale. Mais il y avait, je crois que c'est dans le dossier d'enquête publique du PLU, je l'ai écrit au sous-préfet, pour moi, et c'est partagé par la majorité, un esprit de responsabilité quand on arrive aux affaires. Et cet esprit de responsabilité, en tout cas c'est telle manière que nous l'avons fait depuis juillet 2020, c'était pas de renverser la table sans se soucier des conséquences, mais au contraire
de pouvoir apporter des changements au fur et à mesure du mandat, mais de sécuriser ce qui devait être sécurisé dans l'intérêt des finances de la ville et des populations. Je tenais à faire ces précisions avant d'ouvrir le débat, si débat il doit y avoir. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Alain Mogel. Pas de débat réellement sur ce plus que vous mettez aujourd'hui en route. Simplement, donc vous dites que ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas tout à fait le nôtre non plus, parce que nous aurions souhaité dans ce plus avoir des éléments concernant le parc Lépine. Et monsieur le maire, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la position de la majorité municipale sur l'avenir du parc Lépine. C'est quand même une question qui tient au cœur des Picénois et des Cossinards, hein, donc de tout le territoire. Deuxièmement, donc, le thermalisme est bloqué. Et c'est dommage qu'on n'ait aujourd'hui pas la possibilité d'activer ce dossier, qui est un dossier qui doit apporter beaucoup de ressources à Pézenas et beaucoup d'énergie pour la vitalité du cœur de ville. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, on est en désaccord par rapport à la présentation de cette révision générale. Et bon, après des petits détails, sinon non significatifs, du style de l'aire de camping-car qu'on avait évoqué, qu'on aurait très bien pu rajouter en entrée de ville, à côté du parking qui est des Cordeliers. Bon, après pour le reste, le plus c'est un mouvement, c'est un document qui est aujourd'hui un document qui est en mutation. Hein, je veux dire, il y a des adaptations permanentes à faire par rapport aux documents entre guillemets d'instances supérieures, donc que ce soit le SCOT, que ce soit le schéma régional, ou le PLHI. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui vont amener à réviser ce plus, à rediscuter de ce plus au cours du mandat qui s'ouvre. Donc, pour l'instant, c'est un document opérationnel qui a le mérite d'exister et qui permet d'avancer dans l'intérêt des Picénois. Donc, sous les réserves que j'ai évoquées, c'est un document d'urbanisme qui nous réunit avec la protection des arbres qui apparaît, avec la protection des secteurs naturels, avec beaucoup de choses, avec les mobilités qui sont appréhendées de manière extrêmement précise. Donc beaucoup d'éléments qui vont dans le bon sens et donc nous nous en réjouissons dans l'intérêt de Pézenas. Merci. 2 éléments de réponse. Sur le parc Lépine, à ce jour, il n'y a pas de projet particulier, donc se prononcer sur l'avenir d'un parc dont on nous annonçait un projet prêt, nous ne l'avons pas trouvé à notre arrivée, ni à la ville, ni à la communauté d'agglomération, mais sauvegarder le patrimoine, je crois que ça nous réunit, en tout cas en termes d'idées. Ça reste notre priorité, à voir quelle sera la meilleure manière de sauvegarder ce patrimoine-là. Sur le thermalisme, c'est un excès de langage. Ce qui est Romoulière aujourd'hui n'est pas du thermalisme. Si ce qu'on veut, non, mais c'est pas les guillemets. Justement, il y avait un PADD qui inscrivait une ambition thermale, et nous voulons arriver à cette ambition de ce PADD et se donner tous les moyens d'y arriver. Et tout sera fait pour que nous y arrivions là ou ailleurs, et que l'eau chaude de la ville serve la cause thermale avant de servir un spa, hôtelier ou autre, mais serve un vrai thermalisme dont on sait qu'il est, en termes d'apport touristique et présentiel, plus important qu'un programme hôtelier. Ce n'est pas rejeter un programme hôtelier en tant que tel, hein, mais des curistes qui viennent 3 semaines, même si il y a toujours l'aléa des remboursements de la sécurité sociale, même si le thermalisme se réinvente dans des courts séjours. Hein, c'est autre chose qu'un programme simplement hôtelier, et on veut que cette filière-là, la filière thermale, soit exploitée. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui la preuve ou le projet qui amènerait cela. Un spa hôtelier, fut-il thermoludique, c'est une chose. Il peut se faire même sans eau thermale, même sans eau chaude, puisque ça existe ailleurs. Un spa, c'est encore une chose. Le thermoludisme, nous sommes encore sur autre chose que ce qui était présenté, puisque c'est souvent quelque chose avec des soins et déjà l'échelle au-dessus. Et le thermalisme, nous sommes encore l'échelle au-dessus. L'intérêt de Pézenas, c'est d'avoir un programme qui amène au thermalisme. Et là, à ce jour, nous ne l'avons pas. C'était inscrit comme ça dans le PADD. Ce n'est que respecter le PADD que de ne pas aller au bout pour l'instant de ce projet.
permettrait quand même là de revenir sur ce dossier, puisqu'il était prévu par étapes avec un classement en eau minérale naturelle, effectivement pas en eau thermale, et dans un deuxième temps la capacité d'aller vers le thermalisme. Donc le spa thermal que vous évoquiez était la première pierre d'un projet plus ambitieux qui derrière donc devait être mené de conserve avec l'évolution du premier projet, de telle manière qu'on arrive à un classement de l'eau en eau thermale. Donc ça se fait, on avait pris les contacts avec la faculté, avec les personnes qui pouvaient effectivement porter ce dossier, les différents réseaux qui sont actifs, et donc on avait la capacité de lancer directement un spa thermal dont les retombées pouvaient être avec l'hôtellerie, des retombées positives, comme hier la distillerie a apporté à Pézenas, mais demain on aurait pu avoir un projet hôtelier d'envergure qui permettait au cœur de ville d'être irrigué par des touristes plus nombreux et à pouvoir d'achat. Donc c'était certainement la première idée. Et la deuxième idée, c'était en parallèle de continuer à traiter le dossier de thermalisme pour avoir le classement en eau thermale et avoir derrière la capacité d'aller dans le sens de ce que vous évoquez, en faisant un thermalisme dans ceux qui nous concernaient, qui était un thermalisme choisi, effectivement, qui n'était pas un thermalisme qui allait faire de Pézenas une ville ouverte à des cures tous azimuts, mais qui permettait d'avoir là aussi des cibles qui correspondaient soit aux Picénois, soit à des touristes qui derrière pouvaient alimenter la ville en termes de développement économique. Sur le parc Lépine, vous dites qu'il n'y avait pas de projet. Il y avait tout un projet de structuration juridique du dossier monté avec l'établissement public foncier. Si on ne l'a pas transmis aujourd'hui ou s'il n'a pas été partagé de manière suffisante, c'est un sujet que je ne peux pas aborder. Mais l'idée, c'était d'avoir un montage et un cadre qui permettait de protéger ce secteur qui est un secteur sensible de Pézenas avec un parc unique, un unicum au niveau Occitanie qui est 135 hectares clos de mur et qui étaient les réserves de chasse du connétable Montmorency. Donc ça, je sais que on se retrouvera sur ce thème-là et sur ce dossier-là le moment venu, mais il y a des choses qui étaient prêtes au niveau de la structuration juridique du dossier et du portage par la communauté d'agglomération de ce dossier que nous avions évoqué avec l'ex-maire de Caux et la ville de Pézenas. Donc tout ça, c'était déjà avancé. Aujourd'hui, il y a un choix différent qui est fait. Pourquoi pas ? Mais j'espère qu'on se retrouvera demain et qu'on ne laissera pas partir. C'est pour ça que je vous parlais plus de l'avenir que de ce dossier-là. Pas partir le parc Lépine à des dossiers privés ou à des dossiers qui seront des dossiers non maîtrisés par les pouvoirs publics et qui ne permettront pas de garder ce lieu pour maximaliser l'intérêt pour les Picénois. À ce jour, le PLU, dans cette version ou même dans la précédente, ne permet pas de faire n'importe quoi au niveau du parc Lépine. Donc, de fait, il y a une protection liée au droit de l'urbanisme. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas une convention entre le PF, la communauté d'agglomération, et nos communes, puisque j'étais présent à la communauté d'agglomération le jour où elle a été votée. J'avais voté pour. Il n'y a pas aujourd'hui d'éléments déclencheurs ni pour les uns ni pour les autres qui fasse que cette convention soit passée dans une phase opérationnelle et nécessite les engagements financiers qui étaient prévus et surtout la sortie financière, parce que le PF n'étant qu'un instrument de portage, nous le savons bien, la sortie financière d'une telle convention. À ce jour, quand je parle de projet, c'est de projet établi et non d'un projet, même pas de projet de convention, non d'une convention qui aurait été signé et dans lequel le PF aurait été engagé. Le PF est toujours engagé puisque personne n'est sorti de cette convention. Pour revenir sur la question thermale, j'ai envie de vous dire que depuis 2014, à chaque cérémonie de vœux, j'ai entendu que le spa thermal allait arriver et qu'il n'est pas arrivé. S'il avait été si opportun de le faire, il aurait déjà été fait. Ne fait pas en claquant des doigts et vous le verrez au cours de ce mandat. Les choses prennent un peu de temps. Il fallait classer vous avez les services qui sont là pour vous renseigner sur les évolutions. Vous savez très bien comment les choses se sont passées et se sont déroulées. Mais donc, à un moment donné, il faut du temps pour construire un projet comme ça. C'est un projet qui est un projet de long terme. C'est pour ça que je dis à un moment donné, ou en tout cas de moyen terme, c'est dommage de l'abandonner parce que pour repartir, ça sera plus compliqué. Donc, j'espère que ce n'est pas un abandon, que c'est juste une mise entre parenthèses. C'est un projet qui a un intérêt majeur pour le cœur de ville de Pézenas et pour avoir une dynamique économique locale intéressante. J'en reste là. Est-ce qu'il y a d'autres... Patrick Elbach.
Monsieur le maire, chers élus et chers élus, d'abord je vous prie de bien vouloir excuser mon très court retard. Ce PLU vient de loin et il a connu plusieurs versions et embûches. Il a fini par connaître des améliorations, mais notamment pas sur un point essentiel et porteur d'orage. Personne ne sera surpris de mon vote sur le plan local d'urbanisme, identique à ceux que j'avais émis lors du conseil municipal du 14 avril dernier sur Saint-Christol. Pour la bonne raison que ce PLU contient des bonnes choses, mais contient aussi la bombe à retardement de Saint-Christol, laissée par la majorité municipale précédente, bombe à retardement qui n'apparaît malheureusement pas totalement dégoupillée dans ce plan local d'urbanisme. Pour ne pas alourdir cette séance, je ne reprendrai pas l'intégralité des arguments présentés au dernier conseil municipal du 14 avril, arguments d'ailleurs développés par nombre d'organisations et d'individus, dont certaines et certains ici présents, depuis de très nombreuses années. Bon, très rapidement, je les rappelle simplement, parce que je pense que c'est bien quand même à ce stade de les rappeler, fût-ce extrêmement rapidement. Les risques sur l'approvisionnement en eau potable sur l'ensemble de la ville, l'apport de pollution automobile du fait de ce village champignon connecté avec le centre-ville seulement par la route départementale et l'autoroute, pour d'hypothétiques achats en centre-ville et la scolarisation des enfants. Le très faible apport au commerce de centre-ville du fait justement de cette satellisation. Les effets néfastes quasi mécaniques sur le centre-ville qui doit être redressé, parce qu'il en a bien besoin, que ce soit en termes d'habitation ou de commerce, les deux s'impactant l'une l'autre et inversement. Les investissements municipaux nécessaires pour avoir un jour un minimum de liaison piétons et vélos avec Saint-Christol, l'artificialisation des sols aggravant les inondations sur l'entrée de ce village satellite, mais aussi pour les quartiers bas de la ville. Par contre, et comme chacun le sait, je pense, l'artificialisation des sols réduit les infiltrations venant abonder la nappe phréatique. Le montage financier de la CEMOP, où la ville ne détient que 40%, alors que l'aménageur détient 60% et ne fera donc que ce qu'il voudra bien accepter. Il n'est pas nécessaire d'avoir été expert comptable ou avoir fait des études de gestion pour savoir que 60%, c'est avoir la majorité absolue qui emporte la décision. L'optimisme quant à la vente et à la location de tant de logements, dont le nombre est très théorique, et alors même qu'il y a tant de logements vacants en centre-ville et aussi dans les divers lotissements existants de la ville. Et sans compter l'offre à venir en entrée de ville avec les fortifications de Verdun. Il n'est pas nécessaire d'être économiste pour savoir qu'une politique de l'offre doit rencontrer une demande solvable et adaptée. On peut douter de l'adaptation en termes de solvabilité du fait de l'absence d'emploi, qui ne se crée malheureusement pas aussi rapidement qu'un assemblage de parpaings. On peut douter aussi de leur adaptation marketing. Pour renoncer au projet initié avant cette mandature et pouvoir développer son projet plus respectueux de l'environnement, il est hautement regrettable que la ville de Pézenas n'ait été aidée ni par le département de l'Hérault ni par la région Occitanie, nonobstant leur amour déclaré à l'environnement et à leurs possibilités budgétaires existantes. La bifurcation écologique est plus qu'urgente. On ne préservera la présence humaine sur la planète Terre ni en bétonnant, ni en se contentant de déclarations, pas plus que l'on peut s'en remettre aux autres en s'en affranchissant soi-même. Aucune personne, et a fortiori aucune institution démocratique, ne le doit, en responsabilité. Je termine en répétant cette phrase que j'avais dit la dernière fois, mais qui en dit long. Aménager un territoire, c'est d'abord ménager ce territoire. Je vous remercie. Une simple réponse, il y a une erreur substantielle, c'est celle de l'aide de la région Occitanie ou du conseil départemental de l'Hérault. Nous sommes justement en train de rencontrer les collectivités pour voir comment elles peuvent être avec nous, porteuses d'un projet et de modification de ce projet. Donc on ne peut pas dire qu'elles n'aident pas. Par contre, si l'espoir est qu'elles signent un chèque en blanc, comme ça a pu exister ailleurs ou par le passé, le droit des collectivités territoriales et leur situation financière ne le permet plus. Est-ce qu'il y a d'autres... Marie ? Oui, je veux simplement rajouter que je me lie à ce que vient de dire Patrick Delbach par rapport à l'artificialisation des sols, que ce plus malheureusement acte sur le domaine de Saint-Christol en tout cas, qui pour moi ne permet pas à l'heure actuelle de protéger l'environnement comme il se doit, avec les risques inondables aussi que l'on connaît sur cette zone, qui est à la fois un aspect sur la justice environnementale qui ne me paraît pas opportun d'acter ici,
et à la fois sur la justice sociale, puisque les logements qui vont être construits à cet endroit manquent d'ambition et vont faire que ceux qui vont investir peut-être demain à Saint-Christol n'auront pas des logements qui sont à la pointe de l'innovation écologique et technologique et qui seront davantage un gouffre financier de toutes les économies qu'ils auront pu accumuler jusqu'à maintenant, plus qu'un investissement pérenne sur l'avenir, ce que je regrette fortement. Donc à la fois le montage financier de Saint-Christol qui fait que c'est un projet privé, et à la fois l'artificialisation des sols fait que je ne pourrais pas voter pour ce PLU. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? Le reste, je vous remercie. Il y a d'autres questions liées aux précédentes qui sont la réactualisation par rapport à ce PLU. Excusez-moi, je pique le dossier à ma voisine, du droit de préemption pour qu'il colle parfaitement à ce que nous venons d'adopter. Donc, vous l'avez reçu en note de synthèse, c'est le point 17 et le point 18, institution d'un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et sur les zones urbanisées. Cela remplace donc la délibération précédente qui était de décembre 2016. L'institution également d'un droit de préemption urbain renforcé sur la zone USPR, secteur patrimonial remarquable, qui annule et remplace la délibération du 15 décembre 2016. Je ne sais pas si elles appellent des questions particulières. C'est simplement pour garder notre droit de préemption sur le territoire. Donc, je vous propose de passer aux voix la question 17. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Je vous propose de passer aux voix la question 18. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Je remercie à nouveau Morgane Bézec de sa présence et de son exposé. Je remercie également les services de la ville parce que plan local d'urbanisme, c'est quand même une grosse part de travail, et y compris et surtout peut-être avec une nouvelle équipe. Et leur accompagnement est efficace et opportun et sécurisant quand il y a à faire des choix. Donc Giorgio Lopez et Rachel Sacussi rejoignent leur rang et nous reprenons l'ordre du jour de la réunion. Donc je le prends au point 2 puisque nous avions adopté le procès-verbal en commençant la réunion. Le point 2 est une convention d'occupation du domaine public pour une antenne relais au château d'eau de Pézenas. Alors il ne s'agit pas d'une nouvelle antenne, vous avez lu la convention. Il s'agit simplement du changement de nom. Cette antenne était au nom de Bouygues et c'est une société filiale de Bouygues qui a désormais la responsabilité de l'antenne, c'est la société Infracos. Il ne s'agit simplement de ça, mais puisque nous sommes titulaires de ces conventions, il faut le passer et le délibérer en conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Vogel. Simplement, quelle est la position de la ville par rapport à la 5G aujourd'hui? Alors la position de la ville, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'arguments juridiques pour pouvoir s'opposer aux antennes 5G. Il semblerait d'ailleurs qu'il y en ait une installée au château d'eau actuellement. Donc nous sommes en train de le vérifier, mais il se trouve que la ville donne des autorisations quand on installe des antennes relais, mais pas quand on les modifie. Donc le pouvoir des villes en tant que tel est un pouvoir restreint. Donc, nous sommes quand même en train de regarder cela, puisque le château d'eau est en plus une compétence partagée, puisque de fait l'eau n'est plus compétence communale, mais les antennes qui sont sur le château d'eau restent de la compétence communale dans la répartition des biens, si l'expression est opportune. Moi, je ne suis pas forcément un farouche partisan de la 5G tant qu'on ne nous a pas démontré qu'on n'avait pas exploité la 4G dans son intégralité et les données électroniques, numériques dans leur intégralité. Pour autant, la question se pose si c'est aussi la possibilité pour nous d'avoir un regain d'attractivité d'entreprises qui s'installeraient dans le territoire. Je pense plus opportun de foncer sur la fibre que sur la 5G. Mais aujourd'hui, le droit de l'urbanisme et le droit des communications électroniques, je ne sais pas s'il existe en tant que tel, mais on est sur du droit de l'urbanisme et on a une modification d'antenne à partir du moment où elle n'impacte pas le paysage différemment que la précédente, logiquement, n'est pas du ressort de la ville. Et on est dans un flou juridique, je pense savamment entretenu, pour que
Ça reste la puissance d'État qui décide du déploiement de la 5G ou non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le reste donc est pour, puisque tout le monde est pour. Le point suivant, je vais proposer à Julie Garcin-Sodo de le présenter. C'est une convention d'occupation du domaine public avec la société Hérault THD. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir. Donc, il est rappelé au Conseil qu'il avait été approuvé le 4 février 2020 une convention d'occupation du domaine communal au profit de Hérault THD, avenue François Curé. Il est apparu que la convention proposée comportait 2 erreurs techniques, notamment sur le numéro de parcelle cadastrale, et que la convention n'avait pas été signée. Il est donc proposé au Conseil d'approuver à nouveau cette convention corrigée et de permettre à Monsieur le maire de la signer. Document joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 4 est à nouveau une convention de servitude entre Enedis et la commune de Pézenas. Je propose à nouveau à Julie Garcin-Sodo de le présenter. Merci. Donc, il est rappelé que dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique et de distribution publique, les travaux envisagés par Enedis pour l'alimentation du futur magasin Lidl entraînent la création d'une servitude de la parcelle AV490 pour le transformateur à la parcelle AV820 pour l'installation d'une ligne électrique souterraine de 400 volts. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention de servitude avec Enedis, document joint, et Enedis s'engage à verser au propriétaire une indemnité unique et forfaitaire de 50 €. La convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette convention qui va rapporter 50 € à la commune? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et maintenant, le numéro 5, un avenant numéro 1 à la convention de maîtrise d'ouvrage délégué numéro 2019 ENRT 07 pour la réalisation de l'installation d'une chaufferie bois énergie. Je laisse à nouveau Julie Garcin-Sodo la présenter. Merci. Donc, le 25 juin 2018, une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage délégué pour l'installation d'un réseau technique bois énergie a été signée avec Hérault Énergie afin de remplacer la globalité des dispositifs de chauffe-eau et leur remplacement par un dispositif réfléchi à l'échelle de l'ensemble des équipements. Le site concerné est la cité administrative qui regroupe les établissements suivants: école Jules Vallès, école Perrault, restaurant scolaire, mairie, école de musique, maison des associations, centre d'information et d'orientation. La convention initiale avait été établie sur la base de l'étude de faisabilité à l'issue de l'avant-projet définitif. Il est nécessaire de préciser le coût actualisé de l'opération. L'opération s'élève à 529 405 € hors taxes, soit 635 386 TTC. Le montant de subvention obtenu à ce jour s'élève à 343 000 €, 60%. Le reste à charge pour la collectivité est de 292 286, donc 83 264 de TVA. Les modalités de règlement sont les suivants. À compte déjà versé de 12 200 €, reste à financer 280 086 €. Et la collectivité s'engage à verser 140 043 € TTC en juin 2021, 84 025,48 € en janvier 2022, 56 017 TTC en janvier 2023. Le solde final sera ajusté en fonction des subventions, car en effet, Hérault Énergie, en général, je fais une aparté pour expliquer, car nous avons eu la mauvaise surprise de cet avenant, puisqu'il y avait eu des contraintes techniques qui n'avaient pas été prises en compte sur l'étude de faisabilité, d'où ce différentiel. Donc du coup, Hérault Énergie en général ne demande qu'à l'ADEME. Donc suite à cette mauvaise nouvelle, j'ai appelé le directeur d'Hérault Énergie, j'ai demandé de se tourner vers d'autres collectivités pour qu'on plafonne au maximum les 80% de subventions et pour que la ville ait beaucoup moins à payer. Voilà. Donc le solde final sera ajusté en fonction des subventions perçues, sachant qu'Hérault Énergie avait été invité à chercher des subventions complémentaires auprès du département et du dispositif Petite Ville de demain, notamment pour atteindre les 80% d'aide. Les factures seront émises en euros, exprimées en toutes taxes comprises. Il est convenu que la collectivité récupérera directement la TVA sur la part des travaux qui aura été réalisée pour son compte et qui lui est facturé. Il est proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention subventionnée. Est-ce que cet avenant appelle des remarques et des questions particulières?
Sur les mauvaises surprises évoquées, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Merci. Alors écoutez, il y avait une histoire il y a un silo à mettre avec une histoire d'escalier. On s'est aperçu qu'en fait, quand on allait recharger, ça ne pourrait pas passer. Donc il y a un travail de rampe, d'accès à faire. Voilà, donc entre autres. Est-ce que vous avez pu avancer sur le CIO aussi et sur la relocalisation du CIO? Non. Oui, on est en train On est en discussion. Mais ça n'a rien à Oui. voir avec le chauffage, là. Non, mais Oui. c'est pour. Alors, oui, on comment on est travaille, sauf que c'est le même lieu, c'est pour ça. Voilà. On est en discussion avec l'État pour qu'il paye les loyers qu'il ne payait pas. Oui, oui. Oui, c'est une bonne discussion. Voilà, et on est en réflexion sur à la fois une répartition différente des services municipaux qui nécessite des jeux de déménagement et peut-être une CIO qui rejoindrait plutôt les locaux actuels des services techniques de la mairie et des services techniques de la mairie qui viendraient réintégrer le giron de la cité administrative. Pour autant, nous sommes pour l'instant sur des schémas où rien n'est figé. Mais en termes de mètres carrés et de réflexion, le CIO souhaite rester à Pézenas, ne souhaitait pas aller, ou en tout cas n'avait pas donné accord pour aller à la distillerie. Et donc on pourrait avoir un compromis, y compris un moyen d'agrandir un peu les locaux de la mission locale qui sont un peu à l'étroit, puisqu'on leur prête différents locaux pour pouvoir faire leur formation. Donc on est sur cette réflexion-là, qui prendra un peu plus de temps, mais pour l'instant, le CIO ne sortira pas de ses locaux et ne devrait pas quitter Pézenas. En tout cas, ce n'est pas ce que l'Éducation nationale nous a dit, qui au contraire voit de bon œil l'idée qu'on puisse travailler avec eux à la pérennisation sur site ou ailleurs en ville. On penche plutôt vers l'ailleurs, dans l'idée que la cité administrative puisse, que les services de la ville au maximum puissent être regroupés dans un même lieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet avenant? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour, je vous remercie. Le point 6, c'est la convention d'adhésion Petite Ville de demain, dont une dernière version a été posée sur table, parce que nous attendions des allers-retours avec les services de l'État et différents co-signataires qui se sont ajoutés au fur et à mesure des discussions. Elle ne diverge pas, pour ce qui est inscrit pour Pézenas, des conventions précédentes. Elle ne diverge pas de ce qui avait été présenté en conseil municipal sur le principe le 29 mars 2021, mais où on avait souhaité inscrire au débat ce que nous souhaitions inscrire dans la convention et où j'avais pris l'engagement qu'elle reviendrait devant le conseil municipal le plus rapidement possible, mais nous n'étions pas maîtres de tous les délais, puisque dans nos espoirs, et nous avions rendu notre copie pour cela, nous étions sur une signature en avril plutôt qu'en mai. La signature est prévue pour le jeudi 20 mai. Il paraissait opportun que le conseil municipal puisse se prononcer avant que cette signature ait lieu. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Je ne vais pas refaire la présentation qui a été faite le 29 mars, puisque c'est l'inscription littéraire de ce qui avait été dit en PowerPoint et en débat. Des questions? Je passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Je vous informe que nous avons signé officiellement ce matin la convention pour la mutuelle communale, qui a pris un peu de retard parce que beaucoup de la communication de la société était basée sur une réunion publique qui n'a pas pu avoir lieu en avril pour les raisons que vous savez. Donc le choix a été fait de la signer et certainement d'organiser les réunions après coup, mais que ça puisse commencer et que des permanences auront lieu dès la semaine prochaine en mairie de Pézenas pour les personnes qui sont intéressées. Le point 7, c'est le projet de revitalisation du centre ancien avec l'intention d'acquisition de lots commerciaux et des parties communes de l'immeuble du 4 rue Jean-Jacques Rousseau. Donc, une partie avait été préemptée par la ville suite à une vente aux enchères, ce qui a valu à la ville un recours juridique et une défaite devant les tribunaux pour absence de motivation préalable à la préemption. Pour que cela ne se reproduise pas, et même si nous sommes en discussion avec les acquéreurs pour l'avenir du bâtiment, enfin des parties qu'ils ont acquises du bâtiment, mais d'autres pourraient être mises à la vente, ou eux, si nous n'arrivions pas à un accord, pourraient mettre à la vente, nous avons souhaité qu'une délibération soit prise
pour signifier l'intérêt de ce bâtiment, de ce qui pourrait en être fait à terme économique, commercial, de formation dans l'avenir, afin que la ville puisse, avec toute la justification et les motivations possibles, justifier d'une préemption si elle avait besoin de le faire à un moment ou à un autre, sachant que pour l'acquisition totale, soit la ville ira sur ces deniers, soit elle cherchera aussi des partenaires, notamment puisque nous avons été élus, mais nous attendons les études au dispositif Focal, qui est une agence foncière portée par la région pour l'acquisition justement de commerces et d'immeubles à vocation économique dans les centres-villes. Peut-être, c'est du conditionnel, qu'il peut y avoir une possibilité pour cela, mais de fait, de toute façon, à l'exception de l'appartement qui est au dernier étage, les bureaux, les commerces nous paraissent importants dans cette rue à une maîtrise publique ou en tout cas à un projet partagé avec un porteur de projet privé, mais que nous puissions savoir et impulser ce qui peut se passer dans ces locaux. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et le point 8, qui est une convention de cartographie d'analyse statistique de la délinquance avec la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Je passe la parole à François Castillo pour la présenter. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Le décret 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance vise à mobiliser les institutions et organismes publics contribuant à la coproduction de la sécurité et de la tranquillité publique. Le 20 février 2004, par délibération de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation est institué. Le 8 avril 2004, par délibération de son conseil municipal, la ville de Pézenas rejoignait le CISPDR. Les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance favorisent l'échange d'informations concernant les attentes de la population et peuvent définir des objets à atteindre grâce à l'intervention coordonnée des différents partenaires. Cette action concertée nécessite la mise en place d'outils de pilotage au premier rang, desquels figurent la représentation cartographique et l'analyse statistique des faits constatés de criminalité et de délinquance. Ces éléments indispensables à la compréhension des phénomènes et de leurs évolutions doivent aussi avoir une vocation opérationnelle et guider l'action des acteurs sur le terrain. Elles résultent notamment de la géolocalisation des données statistiques de la police municipale et du centre de supervision urbain, complétées par les informations pertinentes des autres partenaires. La présente convention a pour objet de fixer l'étendue, les modalités, la périodicité et les limites de la transmission par la police municipale et le CSU des données issues de la base statistique à son partenaire, ainsi que les conditions de la restitution des exploitations qui auront été réalisées. La convention est valable 1 an et renouvelable par tacite reconduction. La communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée s'engage ainsi à produire, à partir des données transmises, une représentation cartographique mensuelle des données et à la communiquer à la police municipale et au CSU. Il est proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de l'unanimité. Le point suivant est le point 9, qui est la demande de retrait de la commune de Cazoul-d'Hérault du CIVOM du pays de Pézenas. En date du 18 mars 2021, le comité syndical du CIVOM du pays de Pézenas a voté favorablement la demande de retrait de la commune de Cazoul-d'Hérault. Nous avons 3 mois à chaque commune pour nous prononcer, sinon notre avis est réputé favorable. Nous avons souhaité l'inscrire à ce conseil municipal, même s'il est possible que nous ayons un conseil municipal en juin avant le délai de 3 mois. J'ai pris la tâche des maires des communes voisines qui, en grande majorité, sont plutôt favorables à accepter le retrait de Cazoul, donc à respecter la délibération du comité syndical. Je ne vous cache pas que moi, je trouve que la démarche est dommage d'arriver à ce point-là, surtout à un moment où on était d'abord en renouvellement de mandat, donc avec des nouveaux élus, et que peut-être il y avait des discussions à avoir avant de se poser sur ce point de principe-là de retrait,
que l'un des points d'achoppement, pas le seul, puisque le CIVOM a différentes compétences. Ça peut être aussi le fonctionnement de l'école de musique qui souvent est reproché par certaines communes de ne pas venir assez vers les villages, ce qui n'est pas forcément fondé non plus dans les faits quand on le regarde. Et puis, depuis un an, il ne se passe pas grand-chose en termes d'activité culturelle, donc c'est difficile de juger sur l'année passée ce genre de choses. Une nouvelle équipe, en travaillant avec l'ancienne, en collaboration avec l'ancienne, prend l'école de musique, donc un crédit aurait pu être porté aussi à cette équipe-là sur ce qu'elle va impulser. Pour autant, nous sommes la plus grande commune de ce CIVOM, et notre choix peut emporter les autres, et je ne souhaite pas faire un choix qui soit inverse de celui du comité syndical et de celui des communes voisines. Donc je voterai en faveur de ce retrait, le laissant liberté de vote évidemment à tout le monde, mais je tenais à m'expliquer, même si je trouve dommage d'en arriver là. Si j'espère que ça sera salutaire, et que j'ai eu encore aujourd'hui le président du CIVOM au téléphone qui essayait d'avoir la commune de Cazoul pour avoir quelques explications et pour voir si ce qui était rattrapable, y compris certainement des modifications des participations financières. Mais la ville que nous sommes participe à la fois à la même hauteur par habitant que les communes, mais participe aussi bien plus par la mise à disposition de locaux et de moyens vis-à-vis à la fois du CIAS et de l'école de musique. Donc on ne peut pas être, je trouve, dans un jeu de dire j'ai pas pour ce que je mets, sans chercher la solution pour que tout le monde trouve son intérêt et trouve la situation honorable pour tout le monde. Puis je pense que c'est un peu déroger aux règles de l'intercommunalité que de proposer de but en blanc comme ça la sortie sans chercher de solution. Pour autant, je me plie, je le dis à reculons, à ce que le comité syndical a voté, à ce que les autres communes semblent en voie de voter ou de ne pas voter, mais d'acter. Donc je voterai cette sortie-là. Mais je regrette qu'on en arrive là, et j'espère que toute crise a des solutions, et que les solutions qui seront trouvées seront salutaires et saluées par tous pour qu'on pérennise quand même ces actions-là. Une demande technique, on mettait autant que les autres communes, mais on mettait même plus en termes de subventions, puisqu'on mettait per capita, par habitant, un montant, et on mettait également 15 000 euros, si mes souvenirs sont bons, de plus, qui était la dotation que faisait la ville à l'époque à son école de musique. Donc on mettait plus d'argent sur le dossier école de musique que ne mettaient les autres communes. Bon, après, je partage totalement votre point de vue, hein, et donc je ne peux que souscrire et déplorer cette démarche qui, avec un CIVOM qui avait non seulement la compétence culturelle, mais qui était un vrai outil socioculturel avec le RUPI, le CIAS, enfin le portage du RAM, enfin de plusieurs projets qui étaient des projets liés au département et qui ont bien fonctionné. Et c'est dommage aujourd'hui de sortir totalement du CIVOM. Est-ce qu'ils sortent du CIVOM, donc à la fois pour la compétence sociale et à la fois, bien sûr, pour l'école de musique? Ils sortent surtout. Ils sortent sur les deux compétences, ouais. Au moment aussi où le CIVOM côté CIAS recrute un conseiller numérique qui sera certainement plus utile dans les villages que dans les villes, bien qu'on ait de la population qui en ait aussi besoin. Mais voilà, je trouve qu'en début de mandat, après, nous aussi, arrivant aux affaires, on peut se poser des questions sur certains fonctionnements intercommunaux, mais voilà, moi je pense qu'il y a toujours une solution ou une recherche de solution. Après, on peut constater qu'il n'y a pas de solution et qu'on est dans le conflit, qu'il n'y ait pas un conflit en tant que tel en plus. Et voilà, je trouve dommage qu'on en arrive là. On avait, il est vrai, été alerté en début de mandat, puisque ça faisait un moment que ça gravitait, y compris de la part d'autres communes qui sont revenues au moins temporairement sur la position, mais on ouvre là une porte. Je pense que c'était pas l'année, la reconfiguration des choses, l'impact financier qui n'est pas forcément le plus lourd pour cette commune-là. Ça permettait d'attendre et de chercher une solution qui puisse être profitable à tout le monde, y compris d'interventions poussées dans les communes ou dans les écoles des communes, ce que fait déjà, ou que faisait déjà avant l'ère Covid, l'école de musique par exemple, sur ce territoire-là. Alors, ça va aussi nous pousser à chercher peut-être d'autres solutions de financement de ce CIAS ou de l'école de musique en tant que telle.
de voir l'échelon intercommunal et de se poser chaque fois la question, parce que nous aurons d'autres questions, vous l'avez très, très bien dit en disant qu'en plus nous versons une subvention conséquente, en plus de la participation par habitant, ça fait partie des charges de centralité, d'autres pourraient être énumérées, d'autres viendront en cours de mandat. Alors nous les assumons nous parce que ça fait partie de l'attractivité de la ville, c'est aussi un choix politique fort que de dire on peut accueillir des services publics, mais c'est difficile d'entendre parfois que d'autres estiment qu'ils n'ont pas la rétribution pour ce qu'ils donnent, alors que voilà, si on calcule, si on appuie les grandes villes, et on ne peut pas se considérer comme une grande ville ou comme une métropole, mais la ville-centre apporte beaucoup, elle aussi, en contribution et en solidarité vis-à-vis des territoires voisins. Je pense que le temps aurait permis de chercher une solution, si ce n'est de la trouver. Mais le comité syndical s'est prononcé avant nous, et il est difficile d'aller à l'encontre, pour moi, de ce comité syndical, d'autant que notre poids démographique fait que notre choix emporte la balance. J'espère qu'on aura à revenir peut-être en conseil municipal ou ailleurs sur ce choix-là, et que Cazouls sera revenu sur sa position. Oui. Oui, en plus des arguments que tu as développés, que je partage parfaitement, je pense qu'on peut malheureusement pas, parce que c'est vraiment une attitude, je dirais, très britannique. Enfin, je pense plus à Thatcher qu'au Brexit encore. Mais enfin, c'est une attitude qui est assez regrettable. Je pense que l'argument final, c'est qu'effectivement, on ne peut pas retenir des gens qui ne veulent pas rester. Mais il faudrait faire attention, mais j'imagine qu'il y a déjà des choses qui ont été envisagées. De toute façon, à ce que d'autres villes ne soient pas aussi dans cet état d'esprit-là, ce qui serait mauvais, peut-être pas tellement pour notre propre ville, mais qui serait mauvais pour l'ensemble des villes qui sont alentours aussi. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc qui est pour le retrait? Qui s'abstient? Donc le retrait est validé. Le point 10, c'est l'adhésion de la ville à la Fondation du patrimoine pour l'année 2021. Vous le savez, puisque nous l'avions passé ici, la ville et la Fondation du patrimoine sont liées par une convention et par une souscription pour l'achat de la Pietà du 8 rue Canabasserie, mais donnant sur la partie rue Montmorency. Surtout, nous avons reçu entre-temps le délégué régional de la Fondation du patrimoine, M. Brum, avec qui nous avons évoqué d'autres possibilités, soit de souscription, soit de participation de la Fondation du patrimoine, notamment autour de la maison consulaire. La Fondation du patrimoine a aussi des dispositifs intéressant pour les porteurs de projets privés qui rénovent en dehors des secteurs sauvegardés ayant déjà des dispositifs fiscaux mais qui peuvent s'adapter en partie à PESNAS. Et nous n'étions pas adhérents ou nous n'étions plus adhérents avec le temps, certainement plus par oubli que par volonté, à la Fondation du patrimoine. Donc il nous est apparu normal, à partir du moment où on liait langue avec eux, de souscrire aux 300 € par an que la commune aura à participer à la Fondation du patrimoine, sachant que nous espérons, et nos échanges ont laissé penser que des projets communs pourraient être portés, la souscription de la Pietà étant toujours en cours et au dernier compteur avait dépassé les 5 000 € qui étaient l'objectif affiché, mais les objectifs sont faits pour être dépassés. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les points 11 et 12 qui sont liés, je laisse la parole, c'est l'attribution de fonctionnement, de subventions de fonctionnement et des subventions événementielles aux associations pour 2021. Je laisse la parole à Gilbert Castinera. Merci, Monsieur le maire. Pour le point 11, Monsieur le maire propose d'attribuer les subventions de fonctionnement 2021 aux associations suivant la liste ci-jointe. Alors, je ne vais pas vous la citer. Il y a 70 associations qui sont subventionnées cette année. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur les subventions au fonctionnement des associations? Je précise qu'on est sur une année un peu de transition où on essaye de passer un événementiel, ce qui fait partie de l'événementiel, et de garder en fonctionnement ce qui fait partie du fonctionnement, ce qui ne permet pas pour toutes les associations d'y passer parce que effectivement les projets de budget de festival ou autres ne sont pas forcément adoptés. Pour autant, chaque association a été concertée sur les choix qui ont pu être faits, et le temps permettra de peaufiner ce dispositif-là
et surtout de voir s'il est cohérent et si chacun s'y retrouve. Mais parfois, c'est des associations qui se retrouvaient en fonctionnement ne s'y retrouvent plus, mais vous l'aurez remarqué, elles se retrouvent en événementiel et l'accord a été fait avec eux, y compris l'accord dans le cas où des événements n'auraient pas lieu, une participation minimale aux frais pour ne pas les mettre en péril, mais pas à l'intégralité d'un événement qui aurait pas lieu sur le territoire communal, alors qu'il était annoncé et aurait dû être subventionné comme un événement ayant lieu, mais c'est le point suivant. S'il n'y a pas de questions sur les subventions de fonctionnement aux associations, je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Gilbert, je te laisse la parole pour les subventions événementielles. Monsieur le maire informe le Conseil que plusieurs associations de la commune ont sollicité l'attribution d'une subvention événementielle de fonctionnement pour participer au financement de manifestations spécifiques organisées en sus de leurs activités courantes. Monsieur le maire propose au conseil municipal de soutenir financièrement l'organisation de ces manifestations qui concourent pleinement à l'animation de la commune et à son rayonnement. Les subventions événementielles proposées, établies sur la base du budget prévisionnel de chacune des manifestations, seront versées sous réserve de la réalisation effective de l'événement. Chaque association sera tenue de rendre compte de son action relative au programme présenté à la commune. Par ailleurs, la commune pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s'assurer du bien fondé des actions entreprises par l'association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la commune. Chaque association sera tenue de présenter le rapport financier définitif de la manifestation, certifié par un comptable ou un commissaire aux comptes. Il est précisé que le montant de la subvention pourra être revu à la baisse au prorata des dépenses réellement engagées au regard du budget prévisionnel. En outre, il est proposé d'allouer un montant de 60 900 € de subvention événementielle pour l'organisation des manifestations dont la liste figure en annexe. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Le point 13 est une demande de subvention générale pour l'année 2022 qui verra, nous le savons tous, les 400 ans de Molière et les 100 ans de Bobby-Lapointe. Je laisse Robert Vivarès vous présenter cette question. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer auprès du conseil régional d'Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, du conseil départemental de l'Hérault et de tout autre organisme, une demande de subvention au titre des manifestations prévues à Pézenas pour l'année 2022 à l'occasion des 400 ans de Molière et des 100 ans de la naissance de Bobby-Lapointe. Il est envisagé d'allouer pour ces manifestations un budget prévisionnel à hauteur de 825 000 € TTC hors personnel municipaux titulaires et charges structurelles des équipements, qui dépendra des partenariats construits et des subventions obtenues. Une précision, d'abord, c'est qu'une partie du budget annoncé est un budget qui existe déjà automatiquement dans le budget communal, puisque dedans entre les aides aux associations et à la saison culturelle qu'on produit, et que l'intérêt de le demander si tôt, même si les choses ne sont pas figées, c'est de pouvoir obtenir les notifications de subventions avant la réalisation du budget 2022, afin que toutes les dépenses ne soient pas... qu'il y ait une colonne dépenses et une colonne recettes, que notre budget puisse supporter des dépenses de fonctionnement du montant qui ont été annoncées. Et à savoir que dans les tout autres organismes, nous avons un contact régulier et poussé avec la communauté d'agglomération, évidemment, Hérault-Méditerranée et l'Office de tourisme, qui, bien que n'ayant pas la compétence culturelle sur l'attractivité économique et touristique d'une année comme celle-là, devrait, je crois que ça passera en juillet, nous apporter son soutien, que nous recevons demain le directeur régional des affaires culturelles également pour voir quel est le soutien de la DRAC potentiel mobilisable sur une manifestation de cette ampleur. Évidemment, si les subventions espérées n'étaient pas obtenues au nombre voulu, de fait, l'événement certainement perdrait un peu d'ampleur ou d'impact budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Question pour savoir s'il est prévu aussi des investissements qui soient des subventions d'investissement qui soient réclamées dans le cadre de
de ce projet? Est-ce que pour 2022, la ville profite de ces 400 et centenaires pour faire des projets particuliers ou doper des subventions d'investissement au-delà de tout ce qui a déjà été enclenché? Parce que ça peut être l'occasion. Alors ce jour, dans le projet en tant que tel, mais Robert le dira mieux que moi, l'investissement est minimal. Il y a un projet de sculpture, par exemple, qui fait partie de l'investissement, mais qui pourrait être aussi porté par une association et la ville venant en complément. Pour autant, c'est pour nous l'année idéale pour lancer un projet comme la maison consulaire et obtenir les aides à la clé. Mais là, on est essentiellement, mais Robert, tu peux certainement le dire, sur la partie fonctionnement. Après, il y aura, on a débattu ici, mais ça ne se répète pas pour 2022, la question de l'hôtel de Péra et de d'autres lieux. L'idée, c'est que ça soit une impulsion et qu'on retrouve aussi des retombées en 2023, 2024 et les années suivantes. Il y aura de l'investissement qui se ferait peut-être automatiquement, même s'il n'était pas lié à 2022, mais qui est en lien vraiment avec la maison consulaire. C'est pour nous l'année phare pour lancer un tel projet et agréger, outre l'histoire de la salle des États du Languedoc, agréger les collectivités autour de ce projet-là. Oui, simplement, effectivement, on est sur cette réflexion, c'est-à-dire qu'on considère que 2022, c'est une année très importante, évidemment, mais c'est aussi le point de départ. Et on travaille sur des démarches structurantes qui vont impliquer des investissements, mais on est vraiment sur une réflexion de façon à avoir, en utilisant d'ailleurs des choses qui sont un petit peu fléchées ou qui étaient fléchées, je pense au grand site Occitanie, et il y a des choses donc qui vont être reprises sans doute à l'intérieur, puisque pour l'instant, rien n'avait été vraiment mis en route dans ce cadre-là. Et donc, c'est vraiment considérer que 2022 est un point de départ et qu'autour de ça, on a des projets structurants de façon à avoir une proposition, je dirais, au niveau de l'attractivité culturelle et touristique, évidemment, qui seront pérennes par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et le point 14, qui est une démarche de mécénat culturel et patrimonial au profit des projets culturels et patrimoniaux de la ville de Pézenas, qui n'est pas sans lien avec le précédent. Je laisse la parole à Robert Vivares. Merci. Donc, Monsieur le maire rappelle que du fait de la baisse sensible des dotations de l'État, les collectivités sont contraintes d'innover pour maîtriser leurs dépenses et diversifier leurs recettes pour financer leurs actions. Le mécénat est défini donc par la loi numéro 2003-709 du 1er août 2003 comme une libéralité. Il s'agit d'un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. À la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche d'un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire. Le mécénat d'entreprise apparaît ainsi comme un moyen de financement complémentaire qui se traduit par le versement d'un don en numéraire ou en nature et qui donne droit pour l'entreprise donatrice à une réduction d'impôt matérialisée par un reçu fiscal. À l'issue de chaque opération de mécénat, un bilan financier de la collecte de fonds sera présenté. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'engagement d'une démarche de mécénat culturel et patrimonial au profit des projets culturels et patrimoniaux de la ville de Pézenas et à autoriser l'encaissement des dons dans le cadre de campagnes de mécénat ciblées, sans limite de montant, et pendant toute la durée du mandat 2020-2026. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Alors je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie à nouveau pour l'unanimité. Le point 15, qui est l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées 2021 de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Je laisse la parole à René Verdeil. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire expose au conseil municipal que la commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée s'est réunie le 4 février 2021 et a déterminé le montant prévisionnel de l'attribution de compensation pour l'année 2021 à 723 643 €. Les transferts des compétences eau pluviale et défense extérieure contre l'incendie ayant été actés, ce montant est considéré comme définitif. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'adopter le rapport de la CLEC en date du 4 février 2021 contenant l'évaluation des charges transférées pour lequel vous avez un document qui a été joint.
Est-ce qu'il y a des questions particulières sur le rapport de la CLECT? Non, je propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les points 16, 17 et 18 donc, ont été abordés. Le point 19, qui est la création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet et mise à jour du tableau de l'effectif. Je propose à Benoît Blanc de le présenter. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire informe que du fait de la réorganisation du centre de loisirs et de la procédure de recrutement lancée pour un poste d'animateur, il est nécessaire de prévoir la création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Il est donc proposé au Conseil que soit créé un poste à temps complet pour le centre de loisirs, à savoir un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Le nombre de postes d'adjoint d'animation est donc porté à 12 postes, 6 postes à temps complet et 6 postes à temps non complet. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 20, je vais le présenter. C'est le contrat pour un collaborateur de cabinet. C'est un contrat ou une délibération classique pour un recrutement contractuel d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui fixe des montants maximums mais qui ne sont pas des objectifs salariaux à appliquer puisque la personne n'est pas encore recrutée, donc il n'y a pas de discussion salariale, mais qui pose la base légale des recrutements des collaborateurs de cabinet, du moins dans leur plafond. Donc il demandait au Conseil d'approuver cette création d'un emploi de collaborateur de cabinet, d'inscrire les crédits correspondant au 0,12 du budget de la commune, sachant que l'enveloppe ressources humaines ne bouge pas par rapport à celle qui avait été présentée au moment du budget. Nous l'avions anticipé. Et de permettre éventuellement des remboursements de frais dans les conditions qui sont prévues par le décret 87-1004 du 16 décembre 1987. C'est un recrutement de collaborateurs de cabinet classique dont nous n'avons pas à cette heure le nom. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dénomination de voies. Il s'agit de dénommer 2 voies. La première concerne le quartier de l'ancienne distillerie où il y aura une rue et où la société qui réalise ce quartier a demandé la numérotation de la voie. Donc pour la numéroter, il faut la dénommer. Et nous vous proposons que ce soit le nom de Gisèle Halimi qui soit attribué à cette rue. Il nous paraissait symbolique qu'une femme féministe puisse avoir un nom de rue à Pézenas. Donc voilà la proposition qui est faite pour ces combats connus, notamment pour l'avortement, l'IVG. Ça nous paraissait opportun et symbolique. Pour l'autre point, c'est la dénomination de l'ancienne voie de ferrée d'intérêt local qui part du pont de fer de la Payne jusqu'à l'intersection avec le chemin de Castres. Elle n'a pas de nom, ce qui pose quelques problèmes aux riverains. De manière très originale et recherchée, nous proposons qu'elle s'appelle chemin de l'intérêt local, ce qui permettra de se rappeler qu'il y avait sur cette voie-là un intérêt local, donc le train. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à nouveau. Vous avez reçu le tableau des décisions du maire. Est-ce qu'il appelle des observations de votre part? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. On se reverra courant juin.